clap. Bienvenue dans ce troisième épisode de mon podcast 100% dédié à la NFL. Cet été, on passe en revue l'intersaison de chaque franchise. Il y a 8 divisions, donc ça fera 8 épisodes. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, il y a sûrement les 2 premiers épisodes qui sont sortis sur la NFC West et la FC West. Donc je vous encourage à aller les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais aujourd'hui, on va parler de la NFC Nord, l'une des divisions les plus relevées en 2024, si ce n'est la division la plus relevée, tout simplement parce qu'il y a 3 équipes sur 4 qui se sont qualifiées en playoff, dont 2 qui ont terminé avec 14 victoires ou plus. Mais bon, je garde ça pour un peu plus tard, puisque on va aborder les équipes dans l'ordre décroissant, donc en commençant par l'équipe qui a terminé 4e l'année dernière, à savoir les Bears de Chicago. En 2024, les Bears ont eu une saison compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils terminent avec un bilan de 5 victoires pour 12 défaites. Ils se sont séparés de leur head coach Matt Eberflus au milieu de la saison. Mais heureusement pour les Bears, il y a de l'espoir. L'espoir est permis puisqu'ils ont embauché à l'intersaison le meilleur candidat sur le marché des head coachs, à savoir Ben Johnson, qui était le chef d'orchestre de l'une des attaques les plus efficaces de ces dernières années. Qui d'ailleurs évoluait au sein même de la division puisqu'il était coordinateur offensif chez les Lions. Et Ben Johnson, en plus d'avoir mis en place l'un des systèmes offensifs les plus redoutables de ces dernières années à Détroit, il apporte avec lui une nouvelle identité et surtout de la rigueur à cet effectif qui, je pense, en avait grandement besoin vu le fiasco des derniers coaching staff. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour les fans des Bears, c'est une bonne nouvelle pour Caleb Williams, qui a eu une saison rookie assez difficile, même s'il a montré des belles choses par moments. Et c'est une bonne nouvelle pour toute l'attaque des Bears, qui se classait 25e en EPA par play à la passe l'année dernière, 28e en EPA par play en attaque à la course, et 28e en points marqués. Donc de ce côté-là, je m'attends à une bonne amélioration. D'ailleurs, dès son arrivée, très tôt dans l'intersaison, on a eu 3 additions importantes sur l'intérieur de la ligne offensive de Chicago. Ils ont tout simplement pris au sérieux la ligne offensive pour une fois. Et je pense que c'était la condition sine qua non de Ben Johnson pour mettre en place son attaque. Voilà, c'était le cas chez les Lions. Ils avaient une très très bonne ligne offensive. Et donc cette fois, ils ont échangé Joe Thuney, le left guard des Chiefs, qu'ils ont prolongé à un contrat de 2 ans pour 35 millions, quasiment 100% garanti. Ensuite, ils ont trade pour Jonah Jackson en provenance des Rams, qui a prolongé pour 3 ans et 52 millions. Et en free agency, ils ont signé Drew Dalman à un contrat de 3 ans pour 42 millions pour l'ancien centre des Falcons. Donc voilà, a priori, Caleb Williams devrait être bien mieux protégé cette année et ça va permettre à Ben Johnson de laisser toute sa créativité s'exprimer. Pour finir avec le coaching staff, Ben Johnson a embauché Declan Doyle en tant que coordinateur offensif. Il a embauché aussi Antoine Randle-El en tant qu'assistant head coach et receveur coach. C'est assez rare de voir un coach de position occuper également le poste d'assistant head coach. Et du côté de la défense, ce sera Dennis Allen qui sera défensif coordinateur pour les Bears en 2025. Ancien head coach des Saints qui a été remercié cette saison. Mais je pense que vu son expérience, la tâche devrait être un petit peu plus à sa portée. Donc voilà, un tout nouveau coaching staff pour les Bears qui honnêtement me donne un petit peu plus d'espoir que le précédent. On va maintenant passer au changement au niveau de l'effectif. J'ai déjà parlé des 3 O-line qui ont été ajoutés, mais j'aimerais revenir sur un petit truc qui est la différence entre Jared Goff et Caleb Williams dans leur schéma respectif, puisque Jared Goff se débarrassait du ballon en moyenne l'année dernière en moins de 3 secondes, alors que Caleb Williams était à presque 4 secondes pour se débarrasser du ballon. Voilà, ça peut paraître insignifiant comme chiffre, 1 seconde de plus pour lancer le ballon, mais ça place Caleb Williams dernier en NFL en temps pour lancer le ballon l'année dernière. Donc c'est vraiment un changement loin d'être anodin. De toute façon, pour qu'un concept de passe fonctionne en NFL et dans n'importe quelle ligue d'ailleurs, vous avez besoin de 3 critères indispensables. Il faut d'abord une bonne protection de la part de la O-line, puis un bon concept de tracé pour que les receveurs courent des routes
cohérentes et qui leur permettent de se démarquer. Et le troisième point indispensable, c'est que le quarterback fasse son job et lance le ballon au receveur démarqué dans le temps imparti. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur l'investissement qu'il y a eu pour remettre les points sur les i de la ligne offensive et le recrutement de Ben Johnson, tout simplement parce que ça va permettre aux Bears d'adresser ces deux premiers critères essentiels d'un jeu à la passe opérationnel, on va dire. Et ce n'est pas les seuls mouvements qu'il y a eu pendant la free agency, puisque les Bears ont également signé deux linemen défensifs, à savoir Dayo Odeyingbo a un contrat de 3 ans pour 48 millions et Grady Jarrett a un contrat de 3 ans pour 42 millions, en plus de re-signer le nickelback Kyler Gordon a un contrat de 3 ans pour 40 millions. Je sais que Dennis Allen a une défense qui évolue beaucoup en cover one, donc avec beaucoup de man-to-man, et je pense qu'il a un effectif beaucoup plus fourni pour mettre en place un schéma de ce type-là que ce qu'il avait chez les Saints. Je m'attends par exemple à voir un joueur comme Tyreek Stevenson progresser énormément en 2025 avec Chicago. Et à la draft, les Bears avaient 4 choix dans les 2 premiers tours. C'est plutôt bon signe, je trouve, puisque quand on se penche sur les dernières drafts de Ryan Pauls, je trouve qu'il a su dénicher du talent en haut de la draft à chaque fois, mais que le Day 3 n'a pas été sa plus grande force jusqu'ici, on va dire. Et au premier tour cette année, avec un choix dans le top 10, les Bears ont sélectionné Colston Loveland, le tight end de Michigan, qui excelle par ses tracés et ses réceptions. C'est important de le souligner puisque Michigan, c'est une attaque qui évoluait quand même, qui privilégiait beaucoup la course. Et quand on voit la saison rookie d'un Sam Laporta chez les Lions, on peut s'attendre non pas à un développement similaire, mais à une utilisation importante de Colston Loveland dès son année rookie, malgré la présence de Cole Kmet. Ensuite, au second tour, il sélectionne Luther Burden, le receveur de Mizzou, qui est très rapide, qui pourrait jouer un rôle semblable à celui de Jameson Williams chez les Lions, avec une grosse menace verticale. Puis, toujours au second tour, ils ont sélectionné Ozzy Trapilo, qui devrait pouvoir prendre la place de Braxton Jones au poste de left tackle d'ici 2026. Voilà, comme ça leur évitera de re-signer Braxton Jones. Ça leur fera des économies. Et enfin, le choix que j'ai le moins aimé, c'est celui de Shemar Turner, toujours au second tour, le defensive tackle, qui... j'étais un peu moins fan du prospect pendant le processus pré-draft, mais disons que toute l'aide est bonne à prendre sur la D-line pour les Bears. Donc en somme, une draft assez correcte. Il n'y a pas de choix qui m'a particulièrement transcendé au troisième jour, si ce n'est peut-être la sélection de Luke Newman au 6e round, qui pourrait s'avérer être un bon backup sur la ligne offensive intérieure. Mais globalement, je pense que les Bears se sont quand même nettement améliorés. Et en 2025, je les vois gagner 8, peut-être 9 matchs si on est optimiste. On passe à l'équipe qui a terminé 3e en NFC Nord. Il s'agit des Packers de Green Bay. Donc, petit récapitulatif rapide de la saison 2024 des Packers. Ils terminent avec un bilan de 11 victoires pour 6 défaites, ce qui les classe malheureusement seulement 3e de division. Ils sont qualifiés en playoff, mais ils sont tombés contre les champions en titre au premier tour, les Eagles, qui a vu un petit peu leur parcours s'arrêter peut-être prématurément. C'est une équipe du coup qui a que 6 défaites sur la saison régulière, mais sur ces 6 défaites, il y en a 5 qui sont contre leurs rivaux de division et une à Sao Paulo en week 1 contre les Eagles encore une fois. Donc voilà, c'est un peu décevant pour les Packers, puisque c'est quand même une équipe qui se classe dans le top 10 dans la plupart des statistiques majeures. En EPA par play, ils sont 7e en attaque à la passe, 9e en attaque à la course, et en défense, ils sont 3e en défense contre la passe, en EPA par play toujours, 8e en défense contre la course, et au total, ils étaient 8e en points marqués et 6e en points encaissés. Donc voilà, c'est une équipe qui a des failles, mais qui a aussi des points forts et qui joue dessus. Et malheureusement, c'est une équipe qui n'a pas vraiment pu s'exprimer plus que ça, que ce soit dans les matchs de division ou en playoff. Et j'aurais bien aimé en voir plus de la part des Packers. Au niveau des points forts et des points faibles pour Green Bay, on va s'intéresser d'abord à la défense. Sur les points faibles, je trouve qu'il manque d'un pass rusher dominant sur cette D-line. C'est pas une mauvaise unité, loin de là.
Mais voilà, je pense qu'il bénéficierait de l'ajout d'un vrai pass rusher dominant sur cette D-line. Malheureusement, Lucas Van Ness n'a pas été à la hauteur de, de son, de son pédigré à la draft, on va dire. Il a été sélectionné très tôt, en 2023, il me semble. Mais pour l'instant, ça manque un peu de peps. Donc c'est une défense qui se reposait beaucoup sur son secondary. Heureusement pour eux, l'ajout de Xavier McKinney l'année dernière a été vraiment payant pendant la free agency, puisqu'il a fait une saison All-Pro pour un safety. Et ils ont également eu la contribution de deux rookies dans le backfield, à savoir Evan Williams et Javen Bullard. Il y a également le linebacker Edgerrin Cooper qui a fait une très bonne saison rookie, même s'il a raté quelques matchs. Donc voilà, c'est une défense qui manquait d'un vrai numéro 1 sur la D-line pour mettre la pression de façon constante. Mais ils avaient un secondary de qualité, donc ça leur a permis de rester un petit peu à flot. Et en offense, il leur manquait un vrai receveur numéro 1 dominant, pareil. C'était une des équipes qui courait le plus le ballon en 2024, en partie pour cette raison. L'autre raison, c'est peut-être le fait que Jordan Love avait tendance à commettre de temps en temps des, des petites erreurs évitables, on va dire. Mais du coup, il y avait 49% de leurs snaps en 2024 qui étaient des snaps de course. Ils sont premiers en NFL dans ce domaine-là. Et ça monte à 61% sur first down. Donc voilà, c'était une des équipes qui courait le plus le ballon. Heureusement pour eux, c'était une force, avec l'ajout de Josh Jacobs et le fait qu'ils aient une très bonne O-line. Mais bon, la seule raison pour laquelle cette situation leur a permis de s'en sortir aussi bien, c'est parce que les Packers ont un excellent coaching staff, à commencer par Matt LaFleur, le head coach. Mais Jeff Hafley a fait un travail remarquable aussi avec cette défense qui est quand même relativement jeune. Dans tous les cas, c'est une équipe qui est très jeune. Les Packers, ça fait bientôt 3 ans que c'est une des équipes les plus jeunes et il le reste. Au niveau de la free agency, il y a eu quelques ajouts et quelques pertes, mais pas énormément de mouvements. Donc on va passer en revue certains changements dans le roster, mais globalement, ça n'a pas été une free agency hyper mouvementée pour les Packers, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose pour autant. Alors tout d'abord, on a eu l'ajout de Aaron Banks, le left guard des 49ers, qui a été signé à un contrat assez cher par rapport à sa qualité de jeu. Il a signé pour 4 ans et 77 millions. On a eu une extension pour Zach Tom, le right tackle. Vraiment une pépite, ce joueur, qui prolonge pour 4 ans et 88 millions. Un des meilleurs right tackles de la ligue. On compte également l'ajout de Nate Hobbs, l'ancien cornerback des Raiders, qui va rejoindre cette défense. Et du côté des pertes, la seule perte notable, c'est celle de Jaire Alexander, qui s'en va chez les Ravens. Donc voilà, un cornerback remplacé par un autre. Donc une free agency assez peu mouvementée, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'ajout de Aaron Banks pour 19 millions par an, j'ai trouvé que c'était un peu cher pour un guard qui est certes très puissant dans le run game, ce qui a priori sera très utile aux Green Bay Packers, mais parfois un peu fragile en passe protection. Donc on verra ce que ça va donner. Et du côté de la draft, là aussi je suis un petit peu resté sur ma faim. Hormis leurs 2 premières sélections, le reste de la draft, j'ai trouvé, avait un petit peu manqué de value et faisait moins de sens que leurs 2 premières sélections. Au premier tour, ils ont sélectionné donc Matthew Golden, le receveur de Texas, chose qui n'était pas arrivée depuis 23 ans, que les Packers sélectionnent un receveur au premier tour. Ils ne l'ont jamais fait pendant toute la carrière d'Aaron Rodgers dans son prime. Voilà, il n'y a pas eu de receveur pris au premier tour. Mais c'est chose faite. Espérons qu'il puisse endosser ce rôle de receveur 1 là, dans cette offense. Ensuite, au second tour, ils ont sélectionné Anthony Belton, left tackle très puissant, qui a priori devrait pouvoir leur permettre de remplacer Rashid Walker à partir de l'année prochaine. Donc ça va lui laisser 1 an pour se développer en tant que backup. De la même manière d'ailleurs qu'ils avaient sélectionné Jordan Morgan à la draft 2024 pour être le potentiel successeur de Sean Ryan, idem en 2026. Donc j'ai pas vraiment d'inquiétude en particulier pour leur ligne offensive. C'est une escouade qui est très bonne,
qui a beaucoup de profondeur et dont le coaching staff développe très bien les talents. Par contre, c'est sur la suite de la draft où ils m'ont un peu perdu. La sélection de Savion Williams, je ne sais pas si ça va vraiment faire une différence immédiate. Pardon. La sélection de Barin Sorel, j'ai trouvé que c'était un poil tôt. Il y a un defensive tackle qu'ils ont pris au round 6, dont j'ai oublié le nom, que j'aimais bien. Mais voilà, c'était une draft qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. En revanche, l'avantage des Packers, contrairement aux trois autres équipes de la division, c'est que c'est la seule des quatre à avoir une continuité de coaching staff et de quarterback à la fois, puisque les trois autres équipes ont soit connu un changement de quarterback, soit un changement drastique de coaching staff. Donc à mon avis, c'est un élément qui peut vraiment jouer en faveur des Packers. Et pour 2025, je vois à nouveau une saison à 10 ou 11 victoires, mais je ne sais pas si c'est une équipe qui a les armes à l'instant T pour aller gagner en playoff. On enchaîne avec l'équipe qui a terminé deuxième de NFC Nord. C'est les Vikings du Minnesota qui terminent avec 14 victoires pour seulement 3 défaites. Ils ont complètement explosé leurs attentes en 2024 et c'est surtout grâce à leur coaching staff qui a fait du très très bon boulot. 14 victoires, normalement, c'est champion de division, voire first seed. Mais bon, ça s'est joué jusqu'en week 18 contre les Lions. D'ailleurs, les 4 seules défaites, playoff compris, des Vikings, c'était 2 fois contre les Lions et 2 fois contre les Rams, une fois en saison régulière et une fois en playoff. Mais les Vikings ont un excellent roster à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que leur ligne offensive a eu beaucoup de mal en protection de passe en 2024, surtout après la blessure de Christian Darrisaw, leur left tackle, qui est survenu relativement tôt dans la saison. Ils l'ont remplacé par Cam Robinson, mais c'était pas la même chose. Heureusement, le schéma de Kevin O'Connell, avec beaucoup de play action, a permis à la fois de jouer sur les forces de Sam Darnold et à la fois, dans quelque sorte, camoufler ce défaut. Maintenant que JJ McCarthy est le starter, on les a vus vraiment mettre un point d'honneur sur le fait de renforcer l'intérieur de la ligne offensive. C'était de loin leur plus gros point faible en 2024 et ils le mettent dans les meilleures conditions puisque c'est très difficile pour un quarterback dans sa première année de jouer avec autant de play action. Il va se retrouver très souvent dos au terrain avec peu de temps pour faire ses lectures. Mais là, la protection est nettement améliorée. Ça a commencé avec la signature de Will Fries, le jeune guard qui était chez les Colts, qui a signé un très gros contrat, mais qui promet de très très belles choses pour la suite. Ils ont poursuivi cet effort avec la signature de Ryan Kelly, vétéran au poste de centre, qui évoluait lui aussi chez les Colts. Donc on a une certaine continuité sur ces deux maillons-là de la ligne offensive. Et ils ont terminé avec la sélection au premier tour de Donovan Jackson, le left guard slash left tackle d'Ohio State, qui du coup a une très grande polyvalence sur les deux postes et qui leur permet d'avoir une assurance au poste de left tackle en cas de blessure de Christian Darrisaw. Et l'autre avantage d'avoir un quarterback sous contrat rookie, évidemment, c'est le fait de pouvoir payer beaucoup plus de joueurs sur le roster, puisque ça offre une grande flexibilité en termes de cap space. Ils ont un arsenal offensif ultra complet, avec Justin Jefferson, évidemment, Jordan Addison, TJ Hawkinson, Aaron Jones et Jordan Mason au poste de running back. D'ailleurs, Jordan Mason pourrait prendre la place de running back 1 devant Aaron Jones à un moment dans la saison. Et évidemment, une excellente défense dirigée par Brian Flores. C'est la 5e meilleure défense de la ligue en points encaissés. Il se classe dans le top 2 en EPA par play contre la course, dans le top 2 en EPA par play toujours contre la passe, et qui dispose d'un excellent pass rush avec notamment Jonathan Greenard, Andrew Van Ginkel, Dallas Turner qu'ils ont sélectionné au premier tour l'année dernière, et un très bon corps de linebacker avec Ivan Pace et Blake Cashman, joueurs très sous-cotés d'ailleurs. Ils ont renforcé cette ligne défensive encore plus avec l'ajout de 2 defensive tackles, Jonathan Allen et Javon Hargrave. Donc voilà, ils ont des sous pour payer du monde. Là où ça pêche peut-être un peu, c'est dans le secondary, puisque hormis Byron Murphy, on a perdu Stephon Gilmore et Shaquille Griffin, 2 vétérans au poste de corner, qui sont remplacés par Jeff Okudah et Isaiah Rodgers. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner dans le secondary. C'est peut-être le dernier point faible du roster des Vikings. Donc voilà, pour moi, les Vikings, c'est une meilleure équipe maintenant que c'était l'année dernière.
mais qui va peut-être finir avec un moins bon bilan, tout simplement parce qu'ils ont surnagé l'année dernière et que je ne sais pas si c'est vraiment réplicable en 2025 avec un JJ McCarthy dans sa première année. Mais l'objectif des Vikings pour moi cette année, c'est pas vraiment de viser le Super Bowl. L'objectif des Vikings, c'est de prouver que JJ McCarthy est un franchise quarterback, ce qui pourrait tout simplement leur permettre d'ouvrir une fenêtre pour le Super Bowl sur les 4, 5, voire 6 prochaines années si le pari JJ McCarthy s'avère payant. Donc voilà, pour moi les Vikings en 2025, ça va être aux alentours de 10 victoires. C'est un roster trop bon pour gagner moins de matchs que ça. Mais je ne sais pas si ils vont pas être limités un petit peu par le fait que JJ McCarthy soit dans sa première année et que leur performance globale dépende vraiment des performances de JJ McCarthy. Et pour finir, on va parler des doubles champions en titre de la division. Il s'agit des Lions de Détroit qui finissent la saison 2024 avec un bilan de 15 victoires pour seulement 2 défaites. Malheureusement, il faut qu'on en parle. Les Lions ont été frappés de plein fouet par les blessures l'année dernière. Dites-vous qu'à la mi-décembre, ils comptaient un total de 21 joueurs sur Injury Reserve. C'est énorme. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de gagner 15 matchs, de remporter la division et le first seed en NFC. Et ça les a rattrapés en playoff puisqu'ils se sont inclinés contre les Commanders. Mais si on revient un petit peu en arrière, il faut quand même qu'on souligne le travail remarquable qui a été fait par Dan Campbell pour complètement transformer l'identité de cette franchise. Dites-vous que cette année, ils ont remporté la totalité de leurs matchs à l'extérieur. Ils sont invaincus à l'extérieur, 8-0. Et ils ont un roster très très complet, notamment grâce à leur general manager Brad Holmes, qui a enchaîné les très bonnes drafts récemment. Mais le plus gros challenge des Lions les attend cette année, puisque ils vont devoir faire face à la perte de leurs 2 coordinateurs de chaque côté du ballon, puisque Ben Johnson a rejoint les Bears, on en a parlé tout à l'heure, et leur défensif coordinateur Aaron Glenn a pris le poste de head coach chez les Jets. Et pour moi, ça représente le plus grand défi pour Dan Campbell depuis son investiture chez les Lions. Nick Sirianni l'avait fait après son Super Bowl en 2023. Il avait perdu à la fois Jonathan Gannon et Shane Station. Et on a vu qu'il avait mis un an à s'en relever et que les Eagles remportent cette fois le Super Bowl cette année. Les coordinateurs ont été remplacés respectivement par John Morton au poste de coordinateur offensif. Il a été coordinateur offensif chez les Jets en 2017. Puis les années précédentes, il était passing game coordinateur chez les Broncos. Et en défense, on a le droit à la promotion interne de Kelvin Shepard, l'ancien coach des linebackers. Mais ces 2 hommes n'ont que très peu, voire pas du tout d'expérience en tant que play caller. Donc, on va voir si la culture de Dan Campbell est suffisamment solide pour compenser la perte de ces 2 très bons coordinateurs. Heureusement pour Dan Campbell, il a quand même conservé Hank Fraley, ancien coach des O-line qui a été promu run game coordinateur. Et c'est un très bon élément à avoir sous la main dans son coaching staff. Mais les Lions vont devoir faire face à un autre problème de ce côté-là. Et ça nous offre une transition parfaite sur leur free agency, puisqu'il y a eu 2 gros départs sur la ligne offensive, à savoir le départ à la retraite de Frank Ragnow, leur centre, et celui de Kevin Zettler qui a signé chez les Titans. Toujours du côté des pertes, on compte celle de Zadarius Smith sur la D-line et celle de Carlton Davis, le cornerback, qui a été remplacé par l'ajout de DJ Reed en free agency. Il signe un contrat de 3 ans pour 48 millions. Je trouvais que c'était une signature très pertinente de la part de Brad Holmes, parce que DJ Reed formait une paire vraiment performante avec Sauce Gardner chez les Jets. Donc voilà, un très bon ajout. Du côté des extensions, on a eu celle de Kirby Joseph, qui prolonge à en moyenne 21 millions par an. Je crois que ça fait de lui l'un, si ce n'est le safety le mieux payé de la ligue. Une extension assez méritée au vu de sa saison 2024. Et du côté de la draft, il y a 2 choix qui m'ont particulièrement marqué. C'est les 2 premiers, puisque ce sont les 2 qui devraient avoir du temps de jeu conséquent dès la première année. Il y a la sélection du defensive tackle Tyleik Williams, qui est excellent contre la course. Je pense qu'il aura sa place sur first down, sur second down. Et on a également la sélection de Tate Radledge, le guard de Georgia, qui a vraiment impressionné au combine
et dont la mentalité a l'air de coller parfaitement avec celle de Dan Campbell. Maintenant, la seule question qui reste en suspens, c'est celle des coordinateurs. Est-ce que le play call sera à la hauteur de celui de l'année dernière? Honnêtement, je pense qu'il y aura forcément une petite perte de vitesse. Euh, Espérons que ça ne coûte pas aux Lions leur fenêtre pour le Super Bowl, puisque en 2024, ils ont eu énormément de blessures. En 2023, ils sont tombés juste avant d'aller au Super Bowl contre les 49ers. Voilà, l'identité de Dan Campbell permettra peut-être aux Lions de garder leur fenêtre ouverte un peu plus longtemps. Il tient la fenêtre ouverte comme ça, là, comme les portes du métro, comme Hodor dans Game of Thrones. Et évidemment, ils ont un roster archi complet, hein, que ce soit en attaque. C'est l'attaque qui a le plus marqué de points l'année dernière. Ils ont toujours Jared Goff. Ils ont Jahmyr Gibbs et David Montgomery. Ils ont Amon-Ra St. Brown, Jameson Williams, Sam Laporta, Penny Sewell sur la ligne. Et en défense, évidemment, Aidan Hutchinson, DJ Reader, Jack Campbell et Derrick Barnes qui forment un duo de linebackers extrêmement compétent. Brian Branch qui complète le duo avec Kirby Joseph. Terrion Arnold, qu'ils ont sélectionné au premier tour l'année dernière, qui formera un duo avec DJ Reed assez intéressant à suivre, je pense. La question, voilà, c'est est-ce que ce sera un prétendant suffisamment sérieux pour viser le Super Bowl une année de plus, ou est-ce que leur fenêtre va se refermer devant leurs yeux? Quoi qu'il en soit, je pense que c'est un roster qui a largement les capacités d'aller gagner 11, 12, voire 13 matchs en saison régulière. Je mise sur une qualification en playoff, bien sûr. La seule interrogation qui subsiste, voilà, c'est sur leur coordinateur. Est-ce que ça fera d'eux un candidat sérieux pour le Super Bowl une année supplémentaire? On verra. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous envoie le prochain très bientôt. Je ne serai pas chez moi pour enregistrer les prochains épisodes, mais j'espère que la qualité ne va pas trop en pâtir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.